got North right clamp, South Fox, H top pass, 38 top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter. Alors, épisode, on est aujourd'hui lundi. On n'a pas beaucoup dormi, d'où les lunettes en fait. Il faut cacher les petits yeux. Mais on va quand même faire cet épisode. Félicitations donc aux Seattle Seahawks, vainqueurs du Super Bowl et donc du trophée Lombardi hier soir. On va pas se mentir, on a vu un match fermé, ennuyeux pour ne pas dire plutôt moisi, mais au moins Benito Martinez Ocasio, alias Bad Bunny, il a mis le feu à la pause. Du moins c'est ce que dit ma femme. On ne va pas juger les goûts musicaux des uns et des autres. On peut sortir les mouchoirs parce que la saison est donc officiellement close. Mais la bonne nouvelle, c'est que la saison 2026 commence. On aura beaucoup de choses à discuter dans les semaines à venir, avec le début de la saison de la draft d'ailleurs. Quelques nouvelles en vrac. Alors déjà les récompenses individuelles. Stafford MVP, meilleur joueur de la saison pour un petit vote, juste devant Drake May. Au niveau individuel, la saison de Stafford elle était assez exceptionnelle, des chiffres de fou quoi. Et d'ailleurs Stafford quand il récupérait son trophée en fait, il annonçait qu'il serait bien là à la rentrée pour une 18e saison. Autre joueur récompensé, on a eu Myles Garrett qui a donc battu le record de sacs cette année, mais qui a aussi été élu joueur défensif de l'année. Jackson Smith-Njigba, lui, saison de fou entre le Super Bowl et le titre de meilleur joueur offensif. Les rookies, ils étaient aussi à l'honneur. Carson Schweizinger, rookie défensif. Tetairo Macmillan, lui, c'est en attaque. C-Mac, Christian McCaffrey, Comeback Player of the Year. Il y avait un tout nouveau prix, celui-là est pour Joe Thuney qui remporte le prix de meilleur protecteur de l'année. Mike Vrabel aussi a été récompensé, un maigre lot de consolation pour lui, puisqu'il obtient le titre d'entraîneur de l'année, qui est d'ailleurs son deuxième à titre personnel. Il avait déjà gagné en 2021 avec les Tennessee Titans, si vous vous souvenez. Bref, parlons directement du Super Bowl et de ce qui s'est passé hier soir sur le terrain. Alors on a dit, ce Super Bowl il est, on va pas dire comme d'habitude, mais personnellement je trouve que très souvent les matchs du Super Bowl ils sont un peu ennuyeux. Alors je sais pas si c'est à cause du track, de la pause de 2 semaines, tu sens les équipes un peu, je veux pas dire rouillées, mais tu sens que les automatismes sont un peu perdus, et puis surtout 2 équipes qui étaient extrêmement bien préparées en défense. C'est ce qu'on a vu. On a vu un match très fermé, et en fait qui était marqué par la pression asphyxiante des 2 défenses. Et donc, avec cette pression, c'est Darnold qui s'en sort un peu mieux que Drake May. Sam Darnold, il a lancé plusieurs bonnes passes. Il était surtout aidé par un jeu au sol qui lui permettait de respirer un petit peu et d'avancer sur le pré. C'était d'ailleurs pas une surprise de voir que l'homme du match, c'était Kenneth Walker III, auteur de plus de 130 yards je crois, et il permettait à son équipe d'avancer sur le pré quand la pression était trop grande. Et il mettait d'ailleurs son buteur Jason Myers à des distances assez confortables. Myers d'ailleurs 5 sur 5, les 5 coups de pied en dessous de 50 yards. Donc voilà, après on va dire que plus d'une décennie après la fameuse Legion of Boom, c'est une nouvelle fois la défense qui contribuait déjà à la superbe saison des Seahawks et ensuite à leur triomphe hier soir. Cette fois-ci, la défense, elle a un autre surnom, c'est le Dark Side. Et le Dark Side, il a fait vivre un enfer à Drake May et à la ligne offensive des Patriots. Les 2 rookies, Wilson et Will Campbell, ils ont bu le calice jusqu'à la lie. Ils n'ont jamais su contenir le pass rush de Seattle. Ça rushait de partout, ça blitzait de partout. Lawrence, Byron Murphy, Mills et surtout Derrick Hall avec 2 sacks dont un fumble provoqué. Et aussi le cornerback, Devin Witherspoon, à l'origine du pick six de Onwuesu. Bref, cette victoire, c'est aussi la renaissance de Sam Darnold. On en a déjà parlé, c'est un sujet de conversation dans tous les médias américains lors des playoffs.
Et là, c'est le dénouement parfait pour lui avec cette victoire hier soir. Il faut se souvenir qu'il y a 3 ans de cela, Darnold il était à Carolina et en pleine saison, dans un match, je ne me souviens plus contre qui, il était envoyé sur le banc en pleine rencontre après une nouvelle prestation horrible. Sauf que Darnold, c'est un exemple de résilience. Surnommé de Ginger Cuz, il doit son retour en grâce à Kyle Shanahan à San Francisco. Certes, il a été remplaçant, mais il a beaucoup appris. Et cet apprentissage, ça lui a permis ensuite d'aller à Minnesota, où il devenait titulaire. Et l'an dernier, il permettait aux Vikings de gagner 14 victoires. Et là, avec la confiance au maximum, il arrive à Seattle, il refait pareil. Il est bien accompagné par déjà un très bon jeu au sol et surtout une excellente défense. Pour les Seahawks, il faut se souvenir qu'il y a 12 ans de cela, ils perdaient le Super Bowl face aux Patriots sur une interception de Malcolm Butler. Là, ils ont pris leur revanche et forcément, là, ils gagnent leur deuxième Super Bowl qui les font rentrer dans l'Olympe de ce sport. On va pas beaucoup analyser la rencontre parce que déjà, j'en parle sur mon blog. Et puis, c'était vraiment pas jojo, quoi. C'était un match très ennuyeux, comme on a dit, très fermé. La défense de Seattle a été meilleure que celle des Patriots. Et elle a grandement permis la victoire des leurs, notamment grâce à un pick six et d'autres actions qui faisaient basculer la rencontre du côté des Seahawks. Il y a une action d'ailleurs dont on va en parler désormais dans la section suivante. On va analyser deux actions en fait défensives des Seahawks qui vont leur donner un total de 10 points. Alors commençons d'abord par cette action. C'est le premier fumble de Drake May. Où là, il s'aligne offensive, elle se fait complètement dépasser en fait. Et Drake May lui aussi, il n'a pas une lecture du jeu excellente puisque il recule un peu en drop back s'il est avancé, mais en fait, il calcule pas que le danger va venir de sur sa gauche. Si on revient un peu en arrière déjà, donc on a l'habitude de regarder l'alignement en fait. Vous voyez qu'il y a 6 joueurs sur la ligne défensive, d'accord ? Maintenant, ces 6 joueurs ne vont pas aller au pass rush, parce que 6 joueurs au pass rush, c'est quand même trop, c'est dangereux, surtout que les Seahawks, là, ils menaient au score. Je crois qu'à ce moment-là, le score était c'était quoi, 19-0 ou quelque chose comme ça. Donc ils avaient un peu de marge. Et en plus, tout au long de la partie, ils ont démontré qu'ils n'avaient pas besoin de blitzer à 6 ou 7 pour arriver à leur fin, c'est-à-dire atteindre Drake May. Là, sur cette action-là, on voit très bien que en fait, il y en a 2 qui vont redescendre et ils vont blitzer à 4. Drake May, il sent pas que Hall, en fait, il va pénétrer sur sa gauche et Hall, en fait, il va l'attraper et en fait, en le plaquant, il va puncher le ballon en dehors des mains de Drake May et après, c'est Byron Murphy, je crois, qui se jette sur le ballon pour en fait récupérer le ballon pour les Seahawks. Et en suivant, ils vont mettre 3 points, les Seahawks. L'autre action, elle est encore mieux, puisque, au niveau comptable pour les Seahawks, parce que celle-là va finir sur un pick six, c'est-à-dire un touchdown en fait. Donc vous le voyez à l'image là, sur l'écran, le pick six de Nwosu qui bénéficie d'un énorme travail en fait du cornerback, Devin Witherspoon, puisque c'est un cornerback blitz. Sous cet angle-là, on ne le voit pas très bien, mais là, on voit Witherspoon, en fait, il va essayer de contrer, en fait, la passe de Drake May, en tentant de contrer, en fait, il va lui taper dans le bras, c'est-à-dire que le lancer de May, du coup, il est complètement raté, quoi, et Nwosu, il récupère le ballon pour un pick six. Si on voit sous un autre angle, alors déjà, regardez, comme d'habitude, la formation, on voit que là, par exemple, ils sont seulement à 4 sur la ligne, dans les tranchées, quoi, sur la ligne défensive. Après, derrière, il y a 3 joueurs, et après, on voit comme d'habitude les cornerbacks et les safety. Sauf que derrière la ligne défensive, c'est pas 3 linebackers, il y a 2 linebackers, et en bas de l'écran, en fait, le 21, c'est Witherspoon, qui est là, en fait, pour un cornerback blitz. Alors, regardez, vous voyez, il pénètre, en fait, il n'y a personne dessus, donc là, ils vont blitzer un peu plus. Là, ils vont blitzer à 1, 2, 3, 4, 5, mais parmi ces 5, il y en a quand même 3, regardez là. Ils sont 3 sur Drake May.
C'est énorme, hein. C'était énorme. Ils ont fait un travail dans le pass rush qui était excellent toute la soirée. Et là, ça se finit en fait. Drake May, comme on a dit, il se fait taper dans le bras. Nwosu qui suit parfaitement. Et après, voilà, c'est fini, quoi. Dans cet épisode, c'est aussi le retour de la minute linguistique. Alors, on aurait l'embarras du choix là, parce que, por un lado, podríamos hablar en castellano, en español, por el concierto de la pausa, del descanso de Bad Bunny, del Conejo Malo. Pero también podríamos hablar en otro idioma y parlare un po' in italiano. Sì, parliamo oggi in italiano per il trofeo Lombardi. Il trofeo Vince Lombardi, Lombardi Trophy in inglese, è il trofeo assegnato annualmente alla squadra vincitrice del Super Bowl. È uno dei premi più prestigiosi dello sport statunitense. Prende il nome dal leggendario allenatore Vince Lombardi, morto 50 anni fa, ma gli hanno dato questo nome al trofeo perché Lombardi fu il primo allenatore in vincere il Super Bowl e 2 anni consecutivi, 67 e 68. E vedendo il nome del trofeo potete capire perché facciamo oggi questa sezione in italiano. Lombardi era ed ancora una leggenda del football americano, uno dei migliori allenatori della storia dello sport. Lombardi, come tanti altri americani, viene da una famiglia di migranti italiani. Lui è nato nel 1913 in Brooklyn e i suoi genitori, Enrico Lombardi e Matilda Izzo, furono del sud dell'Italia, Enrico di Salerno e Matilda di Potenza. Vince Lombardi, come abbiamo detto, è un nome storico del football americano, ma non è l'unico. Sappiamo dell'importanza che l'immigrazione italiana ha avuto negli Stati Uniti, specialmente negli stati del nord-est come Pennsylvania, Massachusetts, New York, ma anche in California. Ci sono pure altri con origine italiani che hanno lasciato una traccia, l'ex commissario Paul Tagliabue, e anche allenatori, Rich Bisaccia, Lou Anarumo, Mark D'Antonio, Vic Fangio, Pat Narduzzi, e pure i fratelli Harbour, Jim e John, e la mamma è siciliana. Nick Sirianni, anche l'allenatore dei Philadelphia, che ha vinto il Super Bowl l'anno scorso. Tra i giocatori, uno nomi che sicuramente conoscete. Lo kicker, Adam Vinatieri, i leggendari Joe Montana e Dan Marino, ma anche giocatori di oggigiorno, i fratelli Bosa, Nick and Joey, Jimmy Garoppolo che secondo mia moglie è un uomo bellissimo. Boh. Tommy DeVito anche non è pure conosciuto tanto come gli altri, ma lui è diventato per sfortuna un bersaglio di battute. Per colpa del suo agente, Sean Stellato, che sembrava uscire da uno film sulla mafia di Martin Scorsese. Allora, come in altri sport e la società americana in generale, gli italiani e i suoi discendenti hanno dato tanto agli Stati Uniti e la NFL hanno approfittato di questi talenti. Finissons avec un peu de college football. Il y a un peu plus d'une semaine de cela avait lieu le Senior Bowl. Le Senior Bowl, il y a plusieurs événements en fin de saison en fait, mais celui-là c'est le gros événement on va dire, qui est organisé par la NCAA et où se retrouvent en fait de nombreux joueurs candidats à la draft. De nombreux joueurs, je ne sais plus le nombre, mais c'est beaucoup de joueurs. Alors, comment ça s'organise? Ça dure une semaine, il y a plusieurs jours d'entraînement avec beaucoup d'ateliers et un match d'exhibition pour finir la semaine. Les 32 franchises de la NFL, d'ailleurs, elles sont présentes à travers le recruteur ou même des fois les managers généraux. Alors, il y a plusieurs joueurs qui ont marqué des points, voire les esprits
Et on va parler de 5 joueurs qui ont vu leur valeur monter en flèche. On va commencer par le running back d'Indiana, Kalen Black. Or lui, une superbe histoire. Et, bon, déjà, vous savez le dénouement pour Indiana, qui a gagné le championnat national. Un titre, si on nous l'avait dit il y a 2 ans, on aurait rigolé. Kalen Black, en fait, il suivait son entraîneur, Kirk Signett. Il était à GMU, à James Madison, il y a 2 ans de cela. Or lui, il n'avait pas besoin de participer au Senior Bowl. Mais bon, il s'est dit que pourquoi pas déjà. C'est pas un gars qui va être choisi au premier tour, mais il s'est dit que ça pouvait pas lui faire du mal. Et cette décision, ça montre toute sa compétitivité en fait. Et je pense pas que ça passe inaperçu auprès des recruteurs de la NFL. En plus, il a très bien joué. Il a impressionné. Il n'avait pas l'air d'un gars qui a joué 16 matchs et qui avait joué une finale une semaine avant. Il a participé aux ateliers à 100 à l'heure, à toute vitesse. Et donc, je pense que tout ça, ça va l'aider à voir sa cote grimper. Un autre joueur, c'est Malachi Fields, qui est un receveur de Notre-Dame. Un mec impressionnant physiquement. Vous le voyez, on dirait un linebacker. Il est très grand, il est costaud, un peu comme DK Metcalf. Et lui, avec sa taille donc, et aussi sa vitesse et sa facilité à se démarquer, il a impressionné. Il n'a pas fait une saison exceptionnelle à Notre-Dame. En termes de statistiques, c'était moyen, assez bon, mais bon, ça reste moyen. Sauf que là, dans tous les ateliers, il a vraiment impressionné, quoi. Il a vraiment impressionné. Il a eu d'ailleurs le plus beau touchdown, la plus belle réception de la semaine. Là, je pense qu'il va remonter au tableau. Je ne sais pas s'il sera aux 2 premiers tours, mais en tout cas, je pense qu'il sera choisi au moins la 2e journée, au plus tard. Lee Hunter, le defensive tackle de Texas Tech. Alors lui, il a été exceptionnel cette saison, comme son équipe de Texas Tech. Lui, il a fait sentir son impact physique dès les premiers exercices. Un joueur très physique, intense, dominant dans les tranchées, aussi bon dans la défense face au jeu au sol que dans la pass defense. Et donc, je pense que déjà, bon, sa performance globale cette saison, plus sa démonstration lors de la semaine du Senior Bowl, pourrait faire de lui un choix du premier tour. Un edge cette fois-ci, c'est TJ Parker de Clemson. Alors lui, il fallait qu'il fasse remonter sa cote parce que sa valeur, elle avait vraiment baissé cette saison. Clemson, les Tigers, ils avaient fait une saison plus que moyenne, on va dire médiocre, selon les standards de Clemson. Lui, personnellement, à titre individuel, il avait seulement réussi 5 sacs cet automne contre 11 en 2024. Il savait qu'il devait se montrer et il n'a pas déçu. Il a été monstrueux. Aucun lineman offensif n'a réussi à le bloquer. C'est vrai qu'il a des bras très longs, ça, on dirait un peu un poulpe, mais il a vraiment impressionné par sa capacité à pousser en fait les linemen offensifs, à les esquiver et à aller mettre la pression ou saquer le quarterback. Donc là, je pense que lui, il s'est remis dans le mix pour un possible premier tour. Le dernier joueur dont on va parler, c'est Tyron Montgomery, de l'université de John Carroll. Alors vous allez me dire, Tyler qui ? L'université de John quoi ? Ben oui, c'est les questions que tout le monde se posait. Qu'est-ce qu'un receveur venu de 3e division NCAA venait faire à cet événement-là ? En plus, un joueur qui a fait vivre un enfer au cornerback. Et au cornerback, certains qui venaient des universités les plus prestigieuses pendant les ateliers, même le match de fin de semaine. Un joueur super athlétique, excellent à la réception, dans les tracés aussi. Lui, il a vraiment capté l'attention de tous les recruteurs. Et d'ailleurs, tout le monde se posait une autre question. Que faisait un joueur de ce niveau dans une sombre équipe de 3e division ? Alors la réponse est simple. Montgomery était à l'origine un joueur de basketball à l'université et plutôt d'un bon niveau puisqu'il était à LSU en 2019-2020. Par contre, après le Covid, il décide de changer. Il décide de tenter son aventure au football à 18 ans. Et là, après 3 petites saisons à ce sport, il vient de réussir une saison 2025 exceptionnelle.
Et c'est ce qui lui a valu une invitation au Senior Bowl. Et là, comme on a dit, il a vraiment capté l'attention de tout le monde. Et je pense que d'ailleurs, avec sa prestation au Senior Bowl, là, il vient de gagner une invitation au Combine. Et là, il pourrait définitivement finir de convaincre une franchise à NFL de le drafter, ce qui serait vraiment un dénouement exceptionnel pour un profil aussi particulier. Donc voilà, ça ce sont les 5 joueurs qui nous ont impressionnés, ou du moins qui ont capté notre attention lors du Senior Bowl. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Petite annonce, puisque là, la saison de NFL est finie, celle de NCAA aussi. Il n'y a plus de foot pendant 6 mois. Du moins, bon, il reste, si vous suivez la USFL, c'est une compétition parallèle, on va dire, une autre compagnie. Bon, c'est pas le même niveau. Ou si vous suivez la IFL, la Ligue de football américain européenne, ou un autre sport, je sais pas, et la Champions League, et les Six Nations Rugby, il y a beaucoup de sports à suivre. Mais ici, chez le punter, on va continuer à donner du contenu parce que là, bon, la saison sur le terrain, c'est fini. Mais là, c'est le début de la saison de la draft. Tous les effectifs se construisent. On va avoir la free agency d'ici quelques semaines, le combine à la fin du mois et la draft donc fin avril. On va aussi essayer, je dis pas on va améliorer, mais on va essayer d'améliorer ce vlog. Vous allez voir dès la semaine prochaine, il y aura 2-3 modifications et j'espère que ça vous plaira.